bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour Constance. Salut Sandrine. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Il faut toujours dire ça, hein. Merci de m'accueillir chez toi. De m'ouvrir les portes de voilà, ta maison. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors on avait envie, à la base, initialement, on voulait le faire à l'extérieur avec les petits oiseaux et les poules. En fait, aujourd'hui, il fait un temps de gueux et on est à l'intérieur. Donc, on est dans ta cabane. On appelle ça une cabane ? Une maison en bois. Cabane, oui. Il y en a qui me disent cabane. Ouais, parce que tout à l'heure, tu m'as dit c'est la deuxième cabane, au fond. Oui, parce que tu m'as dit, c'est pourquoi tu habites dans cette cabane, donc j'ai repris tes termes. Non, tu m'as dit, ah ouais oui, j'habite... t'as dit ça ? Maison en bois, et d'ailleurs sur Insta, beaucoup de personnes m'envoient à chaque fois, tu sais, c'était la mode à un moment donné de danser dans la forêt, etc., les danses de la forêt et tout. Donc on m'a identifié à la nana dans sa cabane. Comment elle s'appelle celle-là Josiane oui. Pichet. Voilà. Mes enfants sont fans de Josiane Pichet. Tu fais la danse de la forêt, toi ? Je fais pas la danse de la forêt, mais vu que j'habite dans la forêt, que je tue mes poules dans la forêt, que j'élève mes poules dans la forêt, on m'a identifié à cette personne. Voilà, donc là, Constance s'est présentée. Elle danse dans la forêt. Josiane Bis. Elle tue des poules dans la forêt. Donc, je pense qu'on peut arrêter le podcast là. Je crois que j'ai bienvenue. Merci. Elle a ruiné ma carrière. C'est ça. J'ai une première question avant vraiment que tu te présentes. Voilà, que tu nous délivres ton œuvre, ta vie, ton œuvre. Ma vie, mon œuvre. Ta vie, ton œuvre. Pourquoi tu m'as dit oui ? Pourquoi avoir accepté de participer au podcast des Nouvelles Filles de la Campagne ? Alors, j'ai déjà fait d'autres podcasts, mais celui-ci m'intéressait beaucoup. Déjà parce que c'est toi qui le portais. Et puis que je te connais, que je te vois dans cette pré-incubation que l'on a en commun avec nos deux projets. C'est ce que tu revendiques, ce que tu partages, la fille que tu es, le fait de montrer qu'en ruralité, on peut être féminine, on peut être coquette, et on peut surtout trouver d'autres nanas qui sont un peu comme nous. Je tiens à préciser que je n'ai pas payé Constance pour vendre le podcast. Qu'elle parle de moi, non. Mais peut-être qu'elle me demandera quelque chose à la fin. Et est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a donné envie d'y participer ? Parler peut-être d'un sujet que j'évoque jamais, parce que moi, souvent on m'interroge sur le bien manger, sur l'entrepreneuriat, sur comment tout plaquer quand on est jeune, etc. Et le sujet de la féminité, j'en parle très peu, parce que je me retrouve pas tout le temps dans ces mouvements de féministes un peu extrêmes. Alors oui, le défendre la femme et je trouve que c'est un vrai sujet, et encore plus avec les suffragettes, ce qu'il y avait avant. Pour moi, il fallait vraiment défendre le droit de la femme. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est fait d'un point de vue entrepreneuriat, en tout cas nous, on a plein de supports, de soutien, des concours, des choses comme ça. Mais je trouve qu'on parle rarement du côté féminine, tu vois, en ruralité encore moins, mais d'assumer d'être une nana féminine, hétéro, classique, ou mère au foyer plus tard pour celles qui le veulent, sans entrer dans des clichés que tu peux avoir de femme à la campagne, qui s'en fiche un peu de comment elle s'habille, etc. Et donc, vu qu'on discutait de ça ensemble, je trouvais que c'était un vrai axe à prendre ensemble. Un vrai axe à prendre ensemble, et je n'en ai jamais parlé sur mes réseaux, etc. Donc ça change, on va dire. Ok. Je peux pas dire plus ou pas mieux que ce que tu es en train de dire. Effectivement, il y a cette espèce de poids ou d'injonction que l'on peut avoir, effectivement, peut-être à un moment donné, en arrivant en ruralité, sur le fait que peut-être tu dois abandonner ta féminité, ou du moins adopter une certaine tenue vestimentaire à la campagne. Bon, on va évoquer en tout cas ça fait partie du podcast. C'est pas le sujet global du podcast, mais c'est une partie qu'on va
explorer ensemble. Et je pense en plus qu'il y a beaucoup de filles, de femmes, de nanas qui ont envie d'en parler, mais qui n'osent pas. C'est ça. Et moi, avant de te connaître, je n'en parlais à personne. C'est ça qui est intéressant. En fait, on se rend compte quand on en parle qu'on est plusieurs à le penser. Mais qui aujourd'hui revendique ça ? Qui en parle de manière très concrète ? Tu vois, nous, quand on en parlait la première fois, c'était clairement de dire on n'est pas une énième nana qui s'épile pas, qui a des poils sous les bras, qui s'habille à la recyclerie, etc. Oui, j'en ai parfois, mais tu vois, ce cliché dans lequel tu dois rentrer, et c'est vrai que parfois, moi, je peux me sentir mal à l'aise d'être bien fringuée dans une soirée où c'est à la cool, tu vois. L'été, il y a plein de guinguettes ici, Oui. c'est à la cool. Et voilà, en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres injonctions, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, alors que logiquement, on était censé balayer tous les clichés, les idées reçues liées à la ruralité, enfin en tout cas que la société aime donner. Bon, on démarre bien. Avant d'entamer toute cette conversation, tous ces sujets, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors brièvement, te présenter, qui tu es, tu nous dis ce que tu veux, nous donner un peu de ton parcours avant ce changement de vie, avant ce changement de territoire, avant ce changement de métier, assez succinctement, puisque après, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail quand je creuserai. Mais voilà, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Et que faisais-tu ? On t'écoute. Alors, donc, je m'appelle Constance, j'ai 28 ans à Noël, donc dans quelques semaines. Et globalement, mon parcours classique, on va dire scolaire, bac S, BTS diététique, donc je suis partie dans le monde de la nutrition. J'ai fait pas mal de stages dans les hôpitaux et restauration collective, donc les cantines. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maladies liées à la nutrition et que je voulais être en amont de tout ça. Donc, je suis partie dans l'agroalimentaire pour essayer de créer des produits un peu plus sains, de meilleure qualité. Et je suis donc partie dans la R&D, la recherche et le développement. Tout avec ton diplôme à école. Non, donc du coup, j'ai enchaîné licence pro. Ouais, t'as fait un autre parcours entre deux. C'est ça. Licence pro, donc dans une petite PME artisanale de pâte à tartiner vers Saint-Étienne, où là, j'étais un peu le bras droit du patron d'un point de vue développement de produits, marketing et même pas mal de ventes. On faisait beaucoup de salons du chocolat. Et après, j'ai continué avec une école d'ingénieur. Et là, j'ai travaillé dans le groupe Bonduelle, dans les équipes innovation à Lyon, avec une dimension européenne. Donc, on devait développer des produits à l'échelle européenne, notamment France, Italie, Allemagne. Et j'ai bossé aussi pour Bonduelle Montréal, au Canada, et Los Angeles. Donc, j'ai découvert tout ce monde agro-industriel. Et en tant que petite fille de paysan, toujours avoir été à la campagne chez ma grand-mère, tu vois, m'occuper des vaches et des veaux. Et d'un côté, le côté bonne vivante, aimer les choses qui ont du goût, aimer cuisiner. Épicurienne, très épicurienne. Je m'y retrouvais pas dans mon métier au quotidien où c'était plus de l'assemblage d'ingrédients, on va dire surgelés, pour faire un produit snacking prêt à l'emploi. Et c'est surtout que j'ai découvert donc tout ce modèle-là. Je me suis fait plaquer par mon mec à l'époque, donc à la fin de mes études. Et là, je me suis dit quoi faire de ma vie, le champ des possibles, mais où travailler, etc. Et je ne savais, j'étais perdue et rupture amoureuse fait que voilà, un peu compliqué. Donc là, j'ai fait. Et avant tout ça, quand même, t'es native de où ? Ah, d'Alsace, de Strasbourg. Voilà, parce que là, t'es déjà partie dans tes études, t'es déjà partie dans ta carrière, mais t'es une petite fille qui naît où ? Une petite fille qui naît donc dans les Vosges. Ensuite, à mes 4 ans, on part à Strasbourg. Et j'y reste jusqu'à mes 18 ans. Et sinon, toute ma famille est de Franche-Comté. Donc de l'Est. De l'Est, complètement de l'Est. Ok. C'était une petite précision comme ça, pour savoir un peu quand même où l'histoire démarre. Donc là, on en est à rupture. Rupture, perdue, donc Tour de France des terroirs. Très logique, tu vas me dire, mais bon, je prends ma voiture toute seule et je me dis, je vais aller voir des artisans, des producteurs, des restaurateurs pour les rencontrer, pour sortir de mon quotidien et surtout pour apprendre. Parce que j'étais partie du postulat que j'avais fait effectivement un bac+6, mais est-ce que je savais vraiment me nourrir concrètement comme ma grand-mère le faisait, à élever ses poules, à faire son potager. Donc je vais rencontrer toutes ces personnes-là dans le but d'apprendre à comprendre comment sont élevées ou cultivées, comment ça se passe et me reconnecter à mon assiette. Parce qu'en gros, à l'époque, ils faisaient pas de grandes études, mais si demain les supermarchés étaient vides, ils savaient se nourrir, les gens. Ils avaient tous un peu une basse-cour et un potager. Et nous, on fait plein d'études, on sait gérer des projets à l'international, mais on est tellement dépendant d'un système. Et le besoin primaire, c'est se nourrir. C'est notre besoin primaire sur la pyramide là, de Maslow, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, en fait, on l'a délégué à des multinationales. Donc, je souhaite apprendre tout ça et je vais rencontrer des gens. Donc, j'ouvre une chaîne YouTube.
Et ça, avant tout ça, parce que j'ai une question, ça va peut-être être la réponse, du coup on va le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Parce qu'il y a certaines auditrices, ou auditeurs, en tout cas là, entre autres là c'était des auditrices du podcast qui m'ont écrit qu'elles auraient aimé avoir le déclic plus tôt, de changement de vie, de territoire, de métier. Toi, le déclic, c'est ce que tu vas nous annoncer là, c'est ça? Pour aller à la campagne, tu parles de déclic? C'est ce tour de France de... Non, parce que j'ai encore vécu après ça 3 ans en ville, à Bordeaux, au centre de Bordeaux. D'accord, donc le déclic, il n'arrive pas à ce moment-là. Pour aller à la campagne, non. D'accord. Par contre, le déclic de je veux pas être salarié et je veux créer quelque chose seul, il arrive à ce moment-là où quand tu bosses dans des grosses entreprises comme ça, tu es quand même un pion parmi tant d'autres et tu as un périmètre à respecter. Il faut pas que tu dépasses de ça. Et souvent, tu as plein d'initiatives. Quand tu as plein d'initiatives en tête, c'est pas le genre de structure où tu t'épanouis énormément. Donc j'ai ce déclic-là par contre. D'accord. Et d'où ton départ ? Tour de France de territoire ? Mon départ, ouais, à l'époque, je refuse. Donc, ils me proposent quand même un CDD. Donc, je refuse parce que ça fait 3 ans là, que je suis chez Bonduelle avec mon école d'ingénieur. En gros, j'étais alternante en apprentissage. Donc, ça fait 3 ans que je suis dans les équipes et j'ai vu un peu tout ce que je souhaitais voir. Et je refuse ce premier CDD. Je pars en Tour de France des terroirs, mais... Toute seule ? Toute seule, ouais. Ma mère m'a toujours dit, je t'ai vu partir en voiture, à dormir, parce que je dormais chez les gens, chez les artisans. Donc, t'es en fait un mélange de Julie Andrieux et de Antoine Maximi qui j'irais dormir chez moi, c'est ça? J'écorche peut-être son nom, pardon. Ça. Donc, tu es un mélange où tu es peut-être la fille de Julie, la fille cachée de Julie Andrieux et d'Antoine. C'est ça ton truc? C'est ça un peu mon truc. Mon truc, c'est de me dire, j'ai pas assez d'argent pour m'éclater, voyager, et donc je vais dire aux gens que je transmets ce qu'ils font à travers des vidéos YouTube, etc. Je mets en avant leurs produits. Je leur donne un coup de main en échange de l'hospitalité, nourrir et dormir chez eux, être nourri et logé. Putain, j'ai envie de te demander, là, t'as une anecdote? Il y a bien un moment, il y a bien un truc. Énorme. Allez. Énorme. Le premier si t'as le droit. J'ai le droit, je les connais en plus. Mon premier, j'ai démarré en Alsace puisque c'était plus simple, c'était chez mes parents et donc je pouvais dormir chez mes parents et faire le tour de l'Alsace pour démarrer mes premiers épisodes. Mais après, il a fallu que je prenne ma voiture et je suis partie en Lorraine. En Lorraine, le premier soir, donc j'arrive chez un artisan charcutier traiteur et ce monsieur a un filleul. Qui s'appelle Thomas, et donc Thomas s'occupe de moi le soir en disant voilà, tu vas dormir. Non, mais parce qu'en gros, c'était le lendemain, oui, mais son parrain, Thomas, a dit tu t'occupes de Constance, tu l'as fait dormir chez la grand-mère. Chez la grand-mère, voilà, c'est ça. Et là, personne m'explique qu'en fait, la grand-mère, c'est la collectionneuse qui a le plus de clowns en France. Les clowns qui font peur, là partout. Il y en a plus de 1000 clowns dans sa baraque et sa maison est peinte en rouge, en vert, etc. Chucky. Et quand j'arrive dans cette maison, tout est noir, il n'y a pas de lumière. En plus, j'arrive vers 21h, enfin 20h l'hiver et tout. Il n'y a pas de lumière. Et là, quand Thomas m'allume les lumières, je vois des clowns partout. Et là, je me suis dit, putain, Constance, mais qu'est-ce que tu fous ici ? Et donc, je repars quand même en Tour de France un peu décalé parce que je suis restée un peu plus longtemps que prévu chez cet artisan. Mais les choses font que c'est le Covid, le deuxième confinement, et donc je peux plus aller de région en région. Donc, au bout de 3 régions et 10 artisans, je retourne chez mes parents parce que on peut plus bouger. Le projet que tu mènes aujourd'hui, oui. Ce que tu es en train de nous expliquer juste à l'instant, c'est le démarrage, c'est l'ébauche, c'est la première idée ? Sans le savoir, oui. Sans le savoir, oui. Sans le savoir, évidemment. Sans le savoir. Parce qu'à ce moment-là, moi, c'est plus dans ma tête, ok, je me suis faite plaquer, je suis perdue dans ma vie, j'ai 24 ans à l'époque, pas envie d'accepter un CDI dans une grosse boîte, ou je sais pas où aller, et j'ai envie de profiter un peu et de me nourrir de certaines choses. Mais à ce moment-là, jamais j'imagine que je vais devenir influenceuse. Très bien. Covid, si on reprend un peu l'historique quand même. Covid, le projet tu le mets en stand-by puisque de toute façon tu peux plus bouger. Covid, ouais, Macron un soir nous dit on peut plus bouger, vous êtes confinés. Donc ce soir-là, moi je suis chez un agriculteur en Champagne-Ardenne pour filmer le lentillon de Champagne parce que mon but c'était de découvrir les terroirs et les spécialités régionales mais pas connues. C'est-à-dire que le Champagne, en Champagne, Ardenne, tout le monde le connaît. Ouais. Sauf que je voulais découvrir des choses qu'on ne connaît pas, les mettre en avant. Et il y avait un peu cet objectif d'éviter des savoir-faire perdus, des cultures perdues. De montrer qu'en fait, on est en train de tout perdre
parce que les gens ne connaissent pas, parce que on consomme d'une telle manière où c'est des produits standardisés, des monocultures, des choses comme ça. Je sais pas, j'ai toujours eu ce besoin de transmettre et j'ai l'impression qu'on perd plein de savoir-faire aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé de ta grand-mère. Oui. Donc, tu as vu ça chez tes grands-parents. Mais toi, petite fille, est-ce que ta maman, Julie Andrieux, non, mais est-ce que... Elle sera contente. Elle sera contente. Est-ce que tu as été biberonnée à ça en étant enfant ? Est-ce que chez toi, c'était quelque chose d'important pour ton papa, ta maman, ou finalement, ça a sauté une génération et toi, tu as repris le paquet ? Je sais pas, d'où ça vient ? Hormis de chez ta grand-mère. Donc, du côté de mon père, c'est agriculteur, monde paysan, vraiment campagne, dans un village de 60 habitants. Du côté de ma mère, c'est plutôt petite bourgeoisie, on va dire, de ville, à Montbéliard, etc. Et les deux sont extrêmement épicuriens, bons vivants. Du côté de ma mère, c'est plus, on va dire, l'art de la table, les bonnes choses, se faire plaisir. Et du côté les bons produits. Et du côté de mon père, c'est vraiment l'ancrage au territoire, okay. À la terre, quoi. Donc les deux, ça fait un savant mélange. Donc les deux, tu manges bien dès ton plus jeune âge, c'est ça. Ouais. Dans un bel environnement ou avec des belles choses. Avec des belles choses à table. En tout cas, bon, les deux sont plus... ils sont pas agriculteurs et ils sont partis dans le tertiaire comme toutes ces générations où on est plus allé dans les bureaux, etc. Mais par contre, il y a cette notion de bien manger, d'aller au marché. Le poulet du dimanche, c'est des choses que j'ai vécues toute mon enfance, quoi. D'accord. Si on parle de ce fameux déclic, d'abord le déclic de la campagne. Pourquoi venir t'installer, parce que là on va attaquer la partie territoire et Dordogne. Oui. Pourquoi à un moment donné tu te dis, toi, parce que tu es quand même encore jeune, et enfin ça ne veut pas dire que jeune ne rime pas avec ruralité, mais pourquoi à un moment donné tu décides de venir vivre ici ? Donc ici on est où d'ailleurs ? Est-ce que tu peux juste un peu dire, si tu le veux bien, dire où tu vis en Dordogne, à quoi ça ressemble, et alors donc le déclic, pourquoi tu es venu ici ? Donc, ici, on est dans le Périgord noir, en gros à l'ouest de Sarlat. Je loue une maison en bois dans la forêt où j'ai des poules, un petit potager, et voilà, une maison très, très, très agréable à vivre. Très cosy. Très cosy. Et pourquoi la campagne ? Donc, avant ça, je vis à Bordeaux, avant d'arriver dans Dordogne. Et à Bordeaux, on vit dans un petit studio très petit, mais en gros, c'est une maison de plein pied que nos propriétaires ont divisée en 3. Donc nous, on a une partie et on a un petit jardin. Et dans ce jardin, je mets déjà 2 poules dans l'objectif d'avoir des œufs frais le matin et de mettre un pied à l'étrier pour consommer un peu plus local et surtout être autonome sur mon but in fine, c'est être autonome sur ma nourriture, mais je me suis dit que les poules c'était vraiment la base. C'est la première étape, le démarrage, ouais. Voilà, sauf que de fil en aiguille, donc là j'ai créé mon entreprise à Bordeaux et j'ai beaucoup d'allées-venues au centre-ville de Bordeaux. Les bouchons font que je n'en peux plus de la ville. Bordeaux, c'est quand même particulier pour s'ancrer quand on n'est pas bordelais. Voilà, donc j'ai pas spécialement d'attache. J'aime la ville, j'aime le fait qu'on soit à 1 heure de la plage et que le week-end on aille à Arcachon, mais la ville fait que je m'y sens plus bien et j'ai besoin d'air frais, quoi, et d'espace surtout. Et donc, en gros, à côté de Bordeaux, c'est soit on part dans les Landes, mais c'est très plat, c'est assez retraité. Voilà, c'est assez compliqué de créer sa boîte. C'est assez retraité. Enfin, il y a beaucoup de maisons secondaires en fait, et beaucoup de aussi. Retraités. Et moi, je connaissais pas du tout la Dordogne. Et au début, en fait, avec le travail de mon ex, du coup, on faisait des allers-retours parce que lui avait des entretiens dans des restaurants. Et donc, on est plus allé du côté de Souillac, là-bas, tout au bout. Et là-bas, je me suis dit, oh, c'est mort, c'est gris. Souillac, je m'y projetais pas du tout. Je sais pas si tu y es passé une fois, mais désolée à ceux qui habitent sur Souillac, hein, mais... Et en fait, petit à petit, il avait des entretiens à Sarlat, autour de Sarlat, et là, j'ai adoré l'endroit. D'accord. J'ai adoré l'endroit. Tu connaissais la région avant ? Du tout. Mais c'était comment on appelle ça ? C'était un pari, vraiment, puisqu'en fait, cette maison, je l'ai même pas visitée. J'ai vu une annonce sur Le Bon Coin, j'ai répondu tout de suite. Thomas, lui, il était en extra ici, donc il était déjà dans le coin pour tester quelques boulots. Et je lui ai dit, cette baraque, il faut que tu ailles la visiter. Si tu aimes, on signe direct le bail parce qu'on n'en aura pas 2 des maisons comme ça, quoi. Sans connaître la région. C'est ça. Sans avoir expérimenté, exploré. Et sans savoir aussi, parce que ça c'est un sujet aussi, est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné, cette activité que tu es en train d'entreprendre, que tu es en train de développer à Bordeaux,
Tu te poses la question, comment tu vas la mettre en place ici, en Dordogne, ou pas du tout? Tu dis, allez, Pas du tout, voilà, parce que mon activité, c'est très digital, donc réseaux sociaux. Je me dis à ce moment-là que mes clients que j'ai à Bordeaux, je ferai l'aller-retour quand il faut le faire. Les événements sur lesquels il faudra que j'aille, j'irai. Et par contre, donc comme tu l'as compris, j'ai signé le bail là, de la maison et j'ai découvert la maison quand on a emménagé, vraiment. C'était un pari sur l'avenir. Par contre, je voulais absolument qu'il y ait des commodités autour de moi et pas devoir faire une demi-heure de route pour aller dans mon supermarché ou chez un kiné, où tu vois, j'avais quand même cette notion-là, et de me dire s'il y a une équipe de basket pas loin autour, voilà, une dynamique pour les jeunes. Donc tu t'es quand même posé certaines questions. Ces questions-là, oui. T'as pas visité d'autres régions, d'autres territoires? Non. Part du principe que quand tu as des choses qui t'arrivent dans la vie, oui, il faut réfléchir, mais quand c'est l'opportunité, que tu t'y sens, que tu as l'impression que tu vas bien t'y sentir, il faut prendre le risque. C'est comme toi et moi, on est entrepreneuse. Il y a des moments où on est obligé de prendre des risques raisonnés, certes, mais tu y vas banco. Tu réfléchis pas forcément de A à Z, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est qu'est-ce que finalement tu cherchais, qu'est-ce que tu recherchais en venant t'installer en campagne, en ruralité, sur un territoire comme celui-là. C'était quoi tes envies, tes intentions? Je voulais habiter dans une maison beaucoup plus grande. Enfin, j'étais dans un tout petit studio et j'en avais marre, en fait, de payer un loyer hyper cher pour être dans un petit truc, tout petit truc. Alors qu'ici, on a 115 mètres carrés, et je paye un loyer moins cher que quand j'étais à Bordeaux. Et je voulais surtout un espace extérieur pour pouvoir y mettre plus de poules et être autonome en viande et en œufs. Voilà. Et en fait, incarner ce que je prône sur les réseaux sociaux, pour bien manger, il faut forcément se reconnecter un petit peu à son assiette. Et je pouvais pas prôner sinon, quelque chose. Sinon, il y aurait une espèce aussi de dissonance entre ce que tu promets et ce que tu vis. C'était ça aussi? C'est exactement ça. Il y a d'autres choses? Est-ce que toi aussi, tu vas me dire le silence, le calme, la verdure Non, pas le silence, pas le calme, parce que c'est pas ce que je recherche aujourd'hui, vu que je suis jeune, et je préfère le côté plutôt dynamique. Par contre, peut-être, mais je m'en suis rendu compte en habitant ici, le fait que les gens se connaissent, que tu vas sur le marché le dimanche matin, tu vois tous tes potes, etc. Alors qu'en ville, en fait, on se dit plus bonjour, tu vas dans le métro, enfin, tout est inconnu, en fait. T'as tellement de monde que t'arrives pas à créer un petit écosystème autour de toi, où t'as tes amis, etc. Mais quand tu le vis vraiment et que t'es en campagne et qu'en fait, telle personne connaît telle personne, te recommande, te présente, tu bois un verre, t'as une espèce de dynamique incroyable. Et de facilité. Et de facilité. Tu reviens du vrai, en fait, je trouve. Après, une maison un peu plus grande avec un peu de terrain, tu aurais pu en trouver un aussi. Alors, je sais qu'autour de Bordeaux, c'est très, très cher. Plus éloigné de Bordeaux. Mais un peu plus éloigné de Bordeaux, et non? Oui, mais tout ce qui est éloigné de Bordeaux, quand on faisait une demi-heure de route tout autour, moche. J'aimais pas. Ouais, j'aimais pas, et je trouve que... Oui, c'est la tempête. Hein. Une tempête dehors. quitte à changer de vie... Autant aller dans un endroit où c'est plutôt quand même dynamique et où tu t'y plais. Et je trouvais pas ça très joli. Autour de Saint-Émilion et tout ça, c'est très bien d'un point de vue touristique. Mais alors, c'est plat, c'est que des vignes. Et voilà, je trouvais ça peu dynamique. Par contre, tu viens de dire un truc qui m'interpelle. Tu as dit aller dans un environnement qui soit dynamique, etc. Qu'est-ce que tu en savais que ça allait être dynamique? Je n'en savais rien du tout. C'est là où c'était un pari. Et on peut aussi se dire, en général, avec toutes les idées reçues à la campagne, il se passe rien. Clairement. Clairement, surtout que pour moi, la campagne, c'était la campagne quand j'étais chez ma grand-mère, avec un village de 60 habitants, où il n'y a que des vieux paysans qui se font la gueule les uns avec les autres. Et j'avais connu, du coup, par exemple, ma cousine qui, elle, son objectif, c'était d'aller en ville, justement, pour éviter tout ça. Donc pour moi, la campagne, c'était un peu ça. Et je ne pensais pas que la campagne, ça pouvait être ce que je vis là aujourd'hui. Donc tu avais des idées reçues? Totalement. Mais tu n'avais pas peur de t'y installer? Non, parce que là où je me suis dit, ok, à 10 minutes, tu as quand même toute une zone commerciale, on va dire. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre correctement, être soigné correctement, avoir ton équipe de basket, avoir des activités extrascolaires, etc. C'était pas au fin fond non plus de la Creuse, tu vois. Cliché sur la Creuse, merci Constance. La Creuse. Voilà. Surtout que comment elle s'appelle mince. Oui. En plus, j'ai écouté un épisode. Cécile avec ses champignons qui est à 10 minutes des Moutiers, parc des 1000 vaches, donc dans la Creuse. Oui. Voilà, elle dit ouais mais attention, tout le monde dit dans la Creuse, mais il y a quand même une dynamique. Enfin bref, donc merci Constance pour ton petit cliché à la Creuse. Tu n'auras jamais d'amis dans la Creuse.
C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui, ici ? Qu'est-ce qui te remplit ? Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Qu'est-ce qui te satisfait, on dit ? Qu'est-ce qui te satisfait ? Qu'est-ce qui te satisfasse ? Clairement, enfin tout. Pourquoi t'as pas dit moi d'abord ? Ouais. Je t'avais pas rencontré avant de déménager, Sandrine. C'est ça. Merde. Bon, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Simplement, je voulais une nouvelle vie. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, donc ça fait 1 an que je suis dans le Périgord. D'un point de vue professionnel, j'ai jamais autant travaillé qu'avant. Donc avant, à Bordeaux, tout le monde... Enfin, le cliché aussi fait que tu te dis à Bordeaux, il y a du monde, donc de potentiels clients, de potentielles relations, etc. Qualité de vie fait que tu vis dans une grande maison, t'as un jardin, tu peux aller te baigner dans la Dordogne l'été, t'as le marché le dimanche où tu vois tous tes potes, tu bois ton café. La qualité de vie est incroyable. Les amis, tu te fais très vite des amis puisqu'en fait, tu rencontres une personne qui va te faire rentrer dans un cercle d'amis. En tout cas, à mon âge, je parle quand on a 25, 27, 30 ans, il suffit que tu fasses un sport ou une activité extra professionnelle. Tu rentres vite dans des cercles très rapidement et voilà, tu as vite une petite bande de potes avec qui tu bois des coups ou tu te fais des bons gueuletons. Le seul hic, moi, je trouve, c'est la route à chaque fois et on est obligé de faire une demi-heure de route pour aller à un événement ou à un truc, quoi. C'est bien, tu as répondu à ma prochaine question qui était effectivement par contre à l'inverse. Est-ce qu'il y a des difficultés en vivant ici en campagne sur ce territoire ? Donc peut-être les trajets, le temps des trajets. Les trajets, pour moi, c'est la plus grosse difficulté, les trajets. Et après, les commodités, enfin le fait que ton train, il est tout le temps en retard. Parce que nous, la ligne Sarlat à Bordeaux, il y a toujours des problèmes. Donc quand j'ai des contrats à Paris, je sais jamais trop de où partir pour assurer mon voyage, être sûr que je sois à Paris au bon moment. À part les transports et le fait qu'on fasse beaucoup de voitures, j'ai aucun autre inconvénient pour moi à la campagne. Je comprends même pas. Est-ce qu'il y a des choses de tes anciennes vies, enfin ton ancienne vie de citadine, qui te manquent par exemple ? Ouais, peut-être le fait d'avoir un énorme food court où il y a plein de concepts food à découvrir. Parce que quand j'habitais à Lyon ou à Bordeaux, c'est la mode en ce moment. Simplement, ça me manque pas, dans le sens où quand je vais aller à Bordeaux, à Paris ou à Lyon, je vais en profiter. Mais aujourd'hui, je préfère 1000 fois avoir une qualité de vie. Et t'en profites davantage, tu trouves pas ? Et j'en profite davantage, exactement. Tu l'apprécies davantage. C'est ça. Tu vois, le shopping, là, je te taguais là, cette semaine parce que j'étais à Limoges pour un tournage d'émission pour la télé. Le fait d'être à Limoges et d'avoir des magasins, j'en ai profité pour faire du shopping. Et du coup, tu salives, tu te dégustes, t'as l'impression que t'es comme un enfant dans un parc d'attractions. Parfois tu sors de ton boulot, au pied de ton boulot, tu as la rue commerçante et tu passes devant les boutiques tous les jours, quoi. Ok, donc tu savoures encore plus les choses de la ville. Les choses simples, c'est exactement ça. Les choses simples ou les choses de la vie ? Les choses de la ville. Ouais, mais même les choses simples, rien que faire un pique-nique le long de la Dordogne en été, moi je trouve ça incroyable. Et de me dire que je suis à 10 minutes de la Dordogne, alors qu'à 10 minutes de là où j'habitais à Bordeaux, c'est le périphérique, donc on va pas faire un pique-nique sur le périph', tu vois. Ah bon ? Et en fait, tu salives vraiment les choses simples. Est-ce que toi aussi, moi ça m'arrive encore souvent quand par exemple je vous rejoins pour Émergence Périgord ou pour d'autres, pour des enregistrements, et t'es là, t'es sur la route et tu te dis, c'est chez moi en fait maintenant. Oui. Une fois, je suis allée faire un IRM à Vitrac, donc au sud de Sarlat. Je suis passée par la route de tous les châteaux hyper touristiques, une dizaine de châteaux. Je me suis dit, mais attends, la Conste, tu vas faire une radio et tu passes sur la route la plus touristique de Dordogne, magnifique avec tous ces châteaux. Alors qu'à Bordeaux, effectivement, tu te tapes le périph' et tu râles parce que tout le monde freine et tout. Ouais. Et c'est bizarre, hein. Incroyable. Moi, ça me paraît encore bizarre des fois. Oui. Des fois, j'ai l'impression, je me dis, vas-y, pince-toi. T'es en vacances, ouais. T'as l'impression d'être en vacances. Est-ce que tu veux partager une anecdote, un moment marquant de ton installation dans cette nouvelle vie ? Est-ce qu'il y a un truc qui a été rigolo ou pas du tout ? Je sais pas, en prenant cette maison, en découvrant le premier restaurant, en faisant un premier job ici, enfin un contrat, je sais pas, une vidéo, je sais pas, un truc rigolo ou pas rigolo ? Est-ce que tu veux partager quelque chose ? Une première anecdote qui me vient là, c'est quand on a emménagé ici, la voisine, au bout d'une semaine, elle nous a dit tiens, il faut qu'on se fasse une bonne bouffe, un petit apéro, qu'on se connaisse et tout. Alors qu'à Bordeaux, on avait mis 1 an et demi à essayer de rencontrer nos voisins et on les a toujours pas rencontrés avant de déménager. Juste pour expliquer à quel point ici, les choses vont très vite, les relations se font très rapidement et les gens sont simples, vrais, sincères, tu vois.
Et l'autre anecdote, c'était un peu cliché, mais c'était drôle de se dire une influenceuse food finie dans une maison dans la forêt. Et donc, quand je suis arrivée ici, j'ai eu beaucoup de magazines ou de gens qui sont venus pour dire ah tiens on a une influenceuse dans le Périgord, tu vois, et faire pas mal d'articles. Et c'était assez drôle d'avoir un peu tous ces médias qui s'intéressaient à ce déménagement et à pourquoi j'arrivais ici, tu vois. T'as dû leur répondre à ces questions aussi, non? C'est ça. Pourquoi? Donc pas de regret? Pas de regret. Et je recommande même aux jeunes et aux gens de le faire. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Après, dans la vie, chaque chose arrive au bon moment, mais jamais je ferai retour marche arrière. Jamais. Ma question, c'était à quoi tu renoncerais plus d'ici? À la qualité de vie. Jamais je peux me retrouver dans un studio avec la route en bas et à devoir bronzer, la fenêtre ouverte et les jambes. Ça, j'avais ça à Bordeaux, à Lyon. Même pas de balcon, j'avais mon tabouret de bar le long de la fenêtre et j'essayais de manger pour récupérer au soleil et récupérer un peu un rayon de soleil au-dessus de la route, quoi. Jamais je pourrais revivre. Mais tu vois, des fois, je me dis, il y a quand même entre nos anciennes vies, Bordeaux, Lyon, Lille, il y a quand même un entre-deux, tu vois, et on n'a pas choisi l'entre-deux. Moi, je pense qu'on a quand même choisi. Tu penses qu'on n'est pas dans l'entre-deux ? Pour moi, on est dans l'entre-deux. Là, ici, pour moi, on n'est pas dans l'entre-deux. Parce que là, pour moi, je suis pas dans la campagne profonde où il y a juste 10 personnes dans le village et où je dois faire 1 heure de route pour aller au supermarché, tu vois. Ça, c'est la Creuse. Je sais pas si c'est la Creuse, mais pour moi, quand on dit. Tu penses qu'il y a encore une étape plus en mode autarcie? J'imagine, oui. Oui, il y a des configurations d'habitation plus en autarcie. C'est parce que là, t'es pas très loin de Sarlat, c'est ça? Pas très loin de Sarlat, on a le Buc, Saint-Cyprien, tu vois. J'ai besoin d'un dentiste, d'un kiné, d'un opticien. Oui, il y a tout autour. Oui, mais on est quand même t'es quand même au milieu d'un bois. Oui. Je pense qu'à un moment donné, on se rend peut-être plus compte. Oui. Pour moi, il y a aussi cette notion de campagne urbanisée. Oui. De campagne en périphérie de Lyon ou de Lille, etc. C'est vrai. Il y a quand même un step. C'est vrai. C'est vrai qu'on est au bout du Périgord. On est au bout du rouleau. On n'a plus de lumière, la tempête. Je pense que tu vas dormir ici ce soir. Est-ce que tu as des chandelles? Oui, là, c'est en face de toi. Ah ouais, on va les allumer avant qu'on ait plus d'électricité. Tu vois, quand tu es en campagne, tu prévois tout. Tu prévois d'avoir les bougies au cas où un jour tu aies plus d'électricité. C'est clair. Est-ce que la nature, elle joue un rôle dans ta vie aujourd'hui ou c'est pas forcément le cas? Est-ce que tu y trouves un intérêt supplémentaire dans ta vie? C'est pas la bonne question, mais voilà. Oui, si je suis dans la forêt, tu vois, c'est quand même que j'apprécie la nature. Est-ce que tu fais des câlins aux arbres? Il m'est arrivé quand j'étais jeune. Enfin, il m'est arrivé. Mais je le fais pas forcément. Mais je trouve ça très agréable d'habiter dans la forêt, d'avoir un chemin au bout de ton jardin et après une grosse journée à être sur le téléphone, l'ordi, de pouvoir te promener en forêt, d'avoir le calme, de même pas prendre ton téléphone directement. Et je pense quand même que la nature a un réel impact sur nous et qu'on n'est pas... On est des êtres humains, on n'est pas censé être dans des bars en béton, enfin dans des HLM avec du béton tout autour, du minéral. Du minéral. La preuve en est, tu as vu tous les burn-out qu'on a aujourd'hui et compagnie. Tout le monde veut revenir aux sources, aux terres. C'est bien que c'est en nous et c'est inné, quoi. Oui, c'est vrai. Exact. Très bien. Dernière question sur la partie territoire, et après on va passer à autre chose, mais beaucoup parlent de simplicité de vie. Moi, ça m'a toujours interpellée au départ, simplicité de vie. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui disent, on fait des soupes d'ortie, d'autres des câlins aux arbres, etc. Tous ces trucs-là, au départ, je me disais, waouh, c'est quoi ça? Simplicité de vie, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, c'est le côté épicurien, donc c'est-à-dire vraiment déguster la vie. C'est-à-dire que ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est mon rituel le dimanche matin de boire un café après avoir fait mon marché et être sur une terrasse au soleil et voir tous mes potes passer, discuter et tout. C'est ça la simplicité de vie. Ne pas se prendre la tête sur des histoires, ne pas chercher à te créer une personnalité ou une image, tu vois, assumer qui donc tu es. Donc c'est plus authenticité. Authenticité, oui, pour moi c'est ça, authenticité. Donc simplicité, c'est authenticité. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Et elle est plus facile en campagne ? En fait, je pense qu'elle est plus facile à partir du moment où tu arrives dans un territoire où tu connais personne. Quand tu as vécu 15 ans, par exemple, à Strasbourg, même si j'étais dans la campagne alsacienne, je ne pense pas que ça aurait été simple, puisqu'en fait, tu connais déjà du monde, les gens
t'identifies à une personne, à quelqu'un, à ton passé, etc. Et quand t'arrives en campagne ou en ville et que tu connais personne, mais je pense qu'en campagne, c'est plus simple d'arriver et d'assumer qui tu es qu'en ville. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en campagne qui fait que tu t'en fous du regard des autres. T'arrives et t'as... Il y a 2 choses que ça m'évoque. Je t'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Moi, il y a un truc, ça me le fait souvent, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'arriver, changer ta vie, territoire, patati patata, et en campagne, une feuille blanche sur laquelle tu peux te redessiner. Oui. Il y a un peu de ça. Exactement. Et aussi par rapport au code vestimentaire, donc même si aujourd'hui j'ai mis le pull de ski, mais il faut leur dire, c'est rouge, bleu, rose. Mais ils l'ont déjà vu, j'avais pas mal de photos de profil, mais je leur mettrai. En fait, moi j'ai l'impression, c'est drôle, que depuis que je suis ici, en campagne, comment dirais-je, je me permets plein de couleurs, je me permets, alors je m'habille, je m'habille, normal, je suis pas à poil, mais je m'habille comme je l'aime, mais j'explore plus de choses que je ne le faisais en ville. C'est un peu ça aussi. C'est exactement ça. C'est comme si on remettait le curseur à zéro. On recommence. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu t'en fiches de ce que peuvent penser les autres. Alors c'est pas toujours évident parce qu'après on arrive à la discussion qu'on avait tout à l'heure où tu arrives dans un endroit, voilà. Bon, t'as d'autres clichés, mais je sais pas. Moi, je me suis dit tout de suite, tu connais personne, en fait, tu peux être toi. Tu peux être toi. Et les gens jugent un peu moins quand même à la campagne qu'en ville, je pense. En ville, tu veux rentrer dans un espèce de moule de la société, tu vois. C'est un tout, c'est pas que vestimentaire, c'est chacun son CDI, tout le monde a fait un prêt bancaire pour habiter dans un appart dans le plus beau quartier de Bordeaux, Paris, Lille ou je ne sais où. Et tu rentres dans des moules. Dans des cases. Dans des cases. À la campagne, t'as plein de gens qui veulent déconstruire des choses et donc tu crées en fait ton propre chemin. C'est beau ça. C'est beau, hein. On va le garder. Je me suis dit pour une fois. Ça, c'est à 39 minutes 17. On le garde. C'est ma plus belle citation. C'est la plus belle citation. Ça sera la verbatim de ton podcast. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la partie plutôt, vivre à la campagne, territoire, avant qu'on attaque aussi ce fameux, à un moment donné, le fameux sujet de la féminité, mais... Non, juste en conclusion, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir habiter en campagne, surtout quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on peut se dire, oulala, il n'y a pas de boîte de nuit. Bon, moi, je ne suis pas très boîte de nuit, mais il n'y a pas de bar, il y a peu de jeunes, il y a beaucoup de retraités, beaucoup de touristes, pas mal. En Dordogne, il y a pas mal de maisons secondaires aussi. Mais en fait, non, ne pas avoir peur de ça. Et moi, je suis venue en campagne en couple et aujourd'hui, je suis seule dans ma maison, mais... Je sais pas si seule j'aurais le courage de le faire, tu vois. Et si quand j'étais à Bordeaux, j'écoutais ce podcast d'une nana seule qui est actuellement à la campagne, peut-être que ça m'aurait inspirée. Ouais. Et je me serais dit, vas-y banco. Et il faut pas hésiter parce qu'en fait, tu rencontres beaucoup plus de monde et ça va beaucoup plus vite ici à la campagne. Tu peux pécho à la campagne. Tu peux pécho même. Waouh. Ok. Bon. Non mais c'est chouette comme message parce qu'il y avait Élise aussi, Élise de Tutonomie, que j'ai interviewée en Bretagne. Et elle est arrivée seule et elle est jeune et elle est en ruralité. Et c'est possible. C'est ça. On attaque le fameux sujet qui nous turlupine depuis un moment, la féminité. Oui. Alors, la féminité en ruralité me questionne beaucoup, te questionne, m'a même un peu remué. Alors, je vais essayer de mettre un peu quand même de contexte. Je pense que quand on arrive aussi dans des environnements comme ça un peu nouveaux, malgré tout, même si c'est pas les villes, on a quand même envie un peu de se tester ou de se confondre dans le paysage. En ce qui me concerne, je dis bien en ce qui me concerne, autour de moi, des mouvements très féministes ou engagés, militants, alternatifs. Alternatif, c'est le bon mot. Et toi, tu te demandes un peu, voilà, quand tu viens de la ville, comment tu vas t'inscrire là-dedans. Tu veux peut-être essayer de t'y confondre, mais tu sens que ça passe pas, quoi. Donc, à un moment donné, tu assumes à nouveau ta féminité. Et toi ? Qui est différente que d'autres femmes, quoi. Qui est différente, oui, parce que tu as malgré tout, alors on parlait des idées reçues que la société aime donner à la ruralité, mais d'un autre côté, moi, ces derniers temps, et je l'assume, j'ai pu aussi avoir l'impression, enfin oui, je ressens peut-être ces injonctions, tu viens à la campagne, donc tu abandonnes un peu tous les codes de la féminité, tu laisses aller, quoi. Hein. Je dis pas que tu mets le jogging, mais malgré tout, tu t'abandonnes un peu
peut-être aussi, si tu aimes la mode, est-ce que c'est mal d'aimer la mode ? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est mal d'aimer la mode à la campagne ? Est-ce qu'on a le droit d'aller s'acheter des vêtements ailleurs que dans une recyclerie ? Oui, j'assume, je le dis, et j'aime bien aussi aller en recyclerie, mais est-ce qu'on a le droit de dire dans une conversation dans un café associatif, bah oui, je kiffe aller pendant 2 jours sur Bordeaux et faire une virée shopping. Voilà, et ça c'est un truc qui m'embête un petit peu parce que ça peut par moment, j'ai bien dit ça peut par moment, être mal perçu. Et c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble et j'aimerais bien qu'on en discute ensemble. Comment toi tu vois les choses ? Comment tu le ressens ? Je pense que c'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on en a parlé longuement ensemble, parce que ça fait partie de ces clichés. Effectivement, si tu achètes pas tes habits à la recyclerie, on peut avoir un certain jugement. Peut-être qu'on va pas te le dire, mais on peut avoir un certain jugement. Et en même temps, c'est paradoxal parce que je me dis, et toi aussi tu me l'avais dit une fois, t'as jamais mis autant de couleurs. Oui. Moi, j'ai jamais autant assumé mes tenues vestimentaires qu'ici. Tu vois, la première fois on s'est vus, on était donc, pour expliquer en gros, dans un tiers-lieu un peu alternatif, etc., où tout le monde bricolait, tout le monde était un peu solitaire. Faisait de la transformation de pommes. Toilettes sèches au fin fond de la forêt. Bon, en gros, c'est juste pour un peu illustrer. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'endroit, mais c'est juste pour illustrer. Et je suis arrivée là-dedans avec des mocassins vernis noirs, une chemise blanche en soie ou quelque chose comme ça, en satin. Et un pantalon de costume noir. Et à l'époque... Moi, j'avais ma combi violette. Et toi, t'avais ta combi violette en velours. J'adore, tu vois. Et là, à l'époque, je pense que j'aurais pas su... Je me serais dit, oh là là, je fais tâche là-dedans. Tu vois, c'est vraiment la phrase, je fais tâche. Aujourd'hui, j'assume clairement qui je suis et peu importe si on m'a jugé et que effectivement à côté ils étaient tous en chaussures de rando parce qu'ils faisaient tous leurs pommes et compagnie, mais en fait t'assumes beaucoup plus à la campagne, j'ai l'impression. Tu te redécouvres, tu t'assumes qui tu es. Ça, ok, nous, mais t'as pas l'impression quand même que il y a un jugement par rapport à ça. Si, je suis d'accord. Mais après, je me dis, les gens qui te disent ça, est-ce que c'est pas aussi de la jalousie ? Est-ce que c'est pas... Tu vois, moi, je m'en fous, les gens qui sont cool, etc. S'ils se plaisent comme ça, qui se trouvent beaux, Ok, je vais pas arriver en disant, toi, t'es baba cool, en sarouel, ça te va pas, c'est moche. En tout cas, je pense que de ta part ou de ma part, c'est pas l'idée d'avoir un jugement sur les choix, comment on pourrait dire, les choix vestimentaires des uns et des autres. Moi, par contre, ce que j'ai envie derrière cette réflexion, cette discussion, c'est peut-être de dire aussi et d'interpeller les filles, les femmes qui auraient envie. Et d'assumer ce qu'elles ont envie. Qu'elles assument. Oui. Il y a Bélène qui est passée dans le podcast au tout début et qui, pour elle, c'est important d'être féminine, etc., etc. Elle avait déjà un petit peu soulevé le sujet, qu'ensuite j'ai mis sous le tapis, mais là j'ai envie de le réexplorer. Mais en tout cas, pour celles qui sont ici sur le territoire et qui n'osent pas, parce qu'effectivement, malgré nous, y a on est quand même peu, faut le dire, à penser ça. On est quand même peu. Vois, donc, Alors on est peut-être peu à penser ça, ou on est peu à l'exprimer en tout cas. À l'assumer. Oui. Et pour celles aussi qui auraient envie de nous rejoindre, celles qui ont envie de nous rejoindre... Créons un gang, les filles. Voilà, créons quelque chose. En fait, de lever les freins à ça. Tu vois, mon truc, c'est de se dire, mais venez, on peut vivre à la campagne, avoir aussi des fois des métiers autres que des filières agricoles, que des filières agricoles, vivre pleinement et sa féminité, etc. Tu vois un peu le truc. Et ça, d'où les nouvelles filles de la campagne. Pour moi, c'est vraiment le nouveau regard. Quand je vois ma grand-mère à la campagne, effectivement, la féminité à la campagne, ça n'a jamais été, c'est jamais très reconnu. La campagne n'est pas reconnue comme étant l'endroit. Là, peut-être qu'au micro, on va nous croire un peu superficiel. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, dans la réalité, on est simple. Et moi, sortir en jogging, ça m'arrive plein de fois. Ce matin, je savais pas du tout. T'étais mal habillée ce matin. J'étais pas belle. Tu vois, voilà, en street et tout. Non, mais c'est pour dire qu'on n'est pas tout le temps bien sapé, etc. Par contre, d'un autre côté, ce soir, par exemple, soirée Beaujolais nouveau, etc., j'ai juste qu'une envie, c'est de mettre une robe noire, sexy, etc., tu vois, et assumer qui je suis, quoi. Et après... Peu importe le lieu où tu vas aller. Oui, la preuve en est que là, on s'est rencontrés la première fois, tu peux pas faire plus opposé en termes d'habits et de lieux. Les contrastes. Est-ce que tu veux dire autre chose là-dessus, sur la partie féminité, assumée ? Je peux être à la campagne et effectivement avoir un autre job que la filière agricole ou autre, ou artisan, j'en sais rien. Mais
En fait, c'est difficile à dire, hein, mais il y a cette idée de je ne veux pas faire le procès de la ville ni complètement l'éloge de la campagne. Ça. C'est pas noir ou blanc. C'est gris. Sauf qu'on nous montre des fois quand même que... Bon, le but de la société, c'est de mettre chacun dans des cases, effectivement. Mais moi, ce qui m'a manqué, et t'es la première nana... Pourquoi j'ai accroché à toi ? Parce que t'as revendiqué ça, tu vois, le fait de dire j'ai envie de bien m'habiller, tant pis si là on est dans un endroit hyper alternatif, avec un programme qui est alternatif, social, solidaire, etc. Et je trouve que la plus belle force d'une personne, c'est de s'adapter. Et moi, rentrer dans un programme ESS, voilà, social, solidaire, à réfléchir ton projet de manière à ce qu'il y ait un impact social, c'est important. Après, l'aspect économique est aussi important. Et pourquoi on pourrait pas être un peu des deux, tu vois ? Oui. Moi aussi, de temps en temps, je vais à la recyclerie et j'adore chiner des trucs et j'ai récupéré plein de belles tenues. Et on doit tout le temps te mettre dans des cases, en fait. C'est ça qui est pénible. Et je trouve que, par contre, personne ne parle de ce qu'on est en train de parler là aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui en parler, quelqu'un avec qui on peut se dire on va se faire une soirée entre nanas, réunion Tupperware, mais en mode sex toys, réunion, tu vois. Voilà, ça s'est lancé. Femmes, assumer ça. Et c'est rare. Et moi, je connais personne avec qui j'ai pu avoir cette discussion-là à la campagne ici, parce que c'est toutes des nanas du cru, tu vois. Le fait de travailler seule et à la campagne, oui. Est-ce que ça te rajoutait pas aussi une couche, je reste en jogging ? Oui, clairement, totalement, parce que quand t'es en télétravail, t'as pas envie de t'habiller. Mais mon activité fait que j'ai pas mal de rendez-vous quand même à l'extérieur, donc t'as envie de temps en temps de te faire mignonne. Mais tu peux vite tomber effectivement dans j'ai plus envie de m'habiller, mais que tu sois en ville ou à la campagne, je pense que c'est à peu près pareil. Hein. Quand tu bosses chez toi et que t'es seul, c'est le principe même du télétravail, quoi. T'as pas envie de t'habiller. T'as ressenti des jugements, au fait ? Quand je suis arrivée ici ? Ouais. Moi, c'est plus un jugement vis-à-vis de mon métier, parce que quand tu dis l'influenceuse, tout de suite, on te catégorise vraiment aussi dans une case. On se dit, elle est superficielle et elle vend des codes promo pour des gélules minceurs, quoi. Donc, c'est plus ça où je passe mon temps à essayer de déconstruire ça en disant qu'on peut être créatrice de contenu et créer du contenu instructif, informatif, utile et que ton métier ait du sens. Et on me demande plus souvent comment une ingénieure peut finir influenceuse, tu vois. Comme si là aussi il y avait des catégories. Tu finis influenceuse, c'est ça. Ouais, c'est triste. On fait la transition sur ton métier ? Oui. Puisque tu viens de l'annoncer. Alors, tu fais ce tour de France, des terroirs, des savoir-faire. Oui. Covid, bim. Ensuite, tu rebondis, Bordeaux, Dordogne. Tu as déjà commencé cette activité, j'ai l'impression. Comment ça se met en place ? Alors, tiens, on va faire les choses dans l'ordre. Dis-nous ce que tu fais comme métier. Comment tu développes cette activité ? À quoi il sert ? À qui il sert ? Voilà, allez, je te laisse dire. Donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Au Nom du Goût. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous Au Nom du Goût à travers Insta, YouTube, Facebook et TikTok. Et mon activité principale, c'est de créer du contenu autour de la gastronomie pour expliquer ce que c'est que le bien manger, qu'on peut mieux consommer avec un petit budget, qu'on doit recuisiner, réapprendre à cuisiner, à acheter des produits bruts et à consommer différemment pour laisser un modèle alimentaire un peu plus durable à nos enfants. Donc concrètement, je cherche à vendre de la vidéo, je cherche à trouver des partenaires, des collaborations pour vendre des vidéos. Et j'ai une grosse partie aussi maintenant d'animatrice, donc animatrice sur des salons, chroniqueuse télé avec France 3 là depuis peu. Donc j'essaye de développer mes activités, mais avec un objectif, c'est promouvoir le bien manger et expliquer aux gens ce qu'ils mangent et ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Comment ça s'est mis en place tout ça ? Tu as commencé, j'imagine, peut-être d'une manière assez... entre guillemets, et c'est pas péjoratif, parce que artisanal, un peu comme moi avec les podcasts. Oui. Et comment, à un moment donné, ça a switché, comment ça a pris de l'importance. Et aussi, mais ça, on y reviendra après, je voudrais aussi qu'on parle de la perception des réseaux sociaux et toute cette partie-là. En réalité, il y a ce métier-là, influenceuse, ou moi, podcasteuse, on m'a déjà dit aussi, était influenceuse. Donc, la perception de ces métiers-là en ruralité. Et après aussi, voilà, comment... ce déclic, comment tout s'est organisé, comment ça a grossi aussi, comment c'est arrivé à toi ?
Donc, en gros, Tour de France des terroirs, je crée quand même cette chaîne YouTube pour partager cette expérience. Et je me dis, quitte à faire tout ce Tour de France, à aller voir des gens, à planifier des rendez-vous, etc., autant le partager. Donc, c'est là où je démarre les réseaux sociaux. Mais ça s'appelle déjà au nom du goût à l'époque ? C'est un autre nom. Ça a le nom de Vivre pour de bon parce que l'objectif, c'était de dire vivez votre vie, vivez vos rêves, ce que vous avez envie de faire. Comme nous, ce qu'on fait ici actuellement. Exactement. Je démarre avec une chaîne YouTube, mais le but, c'est juste de partager tout ça. Puis je continue quand même un peu les réseaux sociaux, Instagram, à partager des recettes quand je cuisine. Mais en gros, il se passe de 2020 à 2022, ouais, quand même bien 2 ans où je tâtonne un peu sur les réseaux sociaux, mais où je me dis déjà que c'est pas mon métier du tout, c'est simplement du partage bénévole, spontané, artisanal, ouais, c'est ça. Je retourne chez Bonduelle quand même pendant 6 mois pour remplacer un congé mat, parce que dans ma tête, je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire de ma vie, et je vais pas ouvrir un resto ou un food truck alors que tout va mal et que le Covid fait que tous les restaurants ferment. Donc, tu vois, j'essaie de brainstormer, de me dire qu'est-ce que je peux faire comme projet. Je cherche comme projet entrepreneurial. Et en fait, je me pose et je me dis, tu sais quoi, je voulais pas lever à la banque des dizaines de milliers de sous d'argent pour acheter un fonds de commerce ou quoi que ce soit. Et je suis partie de ce que je savais faire. Donc je me suis dit, je suis diététicienne, ok, ingénieur agro, j'ai découvert cette agro-industrie, j'ai perdu aussi 15 kilos en parallèle en apprenant à me manger, etc. Et en fait, j'ai valorisé tout ça à travers les réseaux sociaux, à travers mon site internet, avec un programme. Histoire. Mon histoire, agrémentée quand même d'études, de choses comme ça. Et de contenus liés à cette activité, enfin à cette thématique. Pardon. Oui. Mais donc, en fait, si tu veux, j'en fais un coaching à la base, un peu un coaching nutrition avec un programme que j'ai sur mon site internet, etc. Et je me dis, je vais être un peu coach et je vais faire des visios avec les gens que j'accompagne. Mais très vite, je me dis que c'est pas... Enfin, ça m'anime pas, tu vois, faire des visios, dire aux gens, allez, vas-y, tu peux perdre du poids, alors que moi, c'est justement le côté régime et tout qui m'a fait prendre du poids. Et c'est plus du plaisir que j'essaie de transmettre aux gens et le fait de s'écouter, de manger vraiment quand t'as faim. Je m'y retrouvais pas et au bout d'un moment, mon ex à l'époque me dit mais attends, mais pourquoi tu mises pas sur tes réseaux sociaux, tu crées du contenu, pourquoi tu mises pas là-dessus? Et de fil en aiguille, j'ai continué à faire des collaborations et m'est venu un premier client qui m'a dit combien c'est quoi tes tarifs en fait pour une vidéo? Et là vient le moment où tu te dis, ok, combien coûte une vidéo ? Donc là, c'est pas toi qui as proposé, en fait, on t'a mis devant le fait accompli. C'est ça, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des influenceurs, donc ils ont l'habitude d'avoir des budgets. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, en fait, qui a été mon premier client. Et là, va chiffrer une vidéo quand tu n'y connais rien au monde de l'influence. Va chiffrer un podcast. Va chiffrer un podcast, parce qu'en plus, c'est hyper secret aussi, ce monde-là. Tu en parlais tout à l'heure de tabous, de choses comme ça. Le monde de l'influence, à part les Nabila et compagnie qui gagnent des millions, mais qui ont des millions de vues, etc., ou les petits influenceurs, mais qui te donnent pas leurs tarifs, très compliqué. En fait, de fil en aiguille, j'en ai quand même fait une activité. À force de se faire connaître, à force de rentrer dans beaucoup de réseaux. Et aujourd'hui, j'ai même embauché une apprentie parce que je m'en sors plus d'un point de vue montage, tournage. Et l'année dernière, j'avais aussi déjà un apprenti. Donc très vite, j'ai dû me staffer pour pouvoir être sur la compta, sur la partie commerciale, sur le fait de valider des collaborations, de vendre ce que je fais, etc. Ok. Donc tout à l'heure, tu as dit, si on doit qualifier ton métier, influenceuse ? Plus entrepreneuse, parce que en fait, j'ai créé une entreprise pour promouvoir le bien manger à travers différents canaux, réseaux sociaux, donc oui, influence, mais aussi radio, télé, sur les salons, conférences, etc. Ouais, tu diversifies. On reprend la partie, là, justement, réseaux sociaux. Alors après la féminité en ruralité, les réseaux sociaux en ruralité. Là, t'as un bon cas pour tout déconstruire. Là, t'es ma candidate favorite. Voilà, j'ai enfin trouvé ma sœur de campagne. Tu fais partie donc de la team digitale. Oui. Tu assumes ici, en ruralité. Comment c'est perçu ? Comment c'est perçu d'être influenceuse ? Bon, il y a toujours... En ruralité. En ruralité, effectivement. C'est compliqué parce que en fait, les gens me présentent comme étant l'influenceuse food du coin, tu vois. Et j'aime pas ce terme-là. Enfin, du coin en Dordogne. Tiens, c'est une influenceuse. Et en fait, ce terme-là va te faire penser à des choses négatives. Et donc, les gens vont se dire, tiens, elle est superficielle. Son métier c'est du vent, tu vois, elle doit pas travailler, elle doit faire des stories toute la journée, aller bouffer dans des restos. Mais des mocassins vernis noirs en plus. Des mocassins vernis noirs dans un monde alternatif, c'est super. Mais en gros,
Vraiment, on se dit... Et puis, le métier d'influenceuse, tu t'imagines pas que c'est en fait un métier de malade et que tu es du lundi au dimanche sur ton téléphone à gérer des problèmes aussi, des devis, des trucs. Ça, c'est sûr que dans le monde, les gens ne s'imaginent pas effectivement que c'est un métier, que c'est très prenant, etc. Mais encore plus en campagne. Moi, je l'ai pas, à part le cliché du côté influenceuse, mais le fait que je sois sur les réseaux sociaux et que ça soit mon métier, j'ai pas de remarques négatives par rapport à ça. J'ai plus des gens qui se disent waouh, comment elle peut créer une boîte, embaucher un apprenti en étant influenceuse, et c'est plus un côté inspiration, tu vois. Ouais, voilà, plus un côté inspirant de se dire putain, à côté de chez moi, j'ai une influenceuse où il y a TF1 qui vient à la maison lui faire un reportage, où elle finit sur les marchés en Dordogne pour montrer qu'on peut bien manger. C'est plus le côté inspirant, positif en fait que j'ai de la part des gens. Ok. Parce que c'est un peu nouveau quoi quand même ici. Donc ça suscite aussi la curiosité. Est-ce que ça veut dire aussi que, comme tout à l'heure avec la partie féminité, on pourrait y avoir aussi d'autres nanas qui ont des jobs un peu, on va dire, team digital, qui viennent s'installer en ruralité. Est-ce qu'elles trouveront leur place? Est-ce qu'elles seront heureuses, épanouies? Je pense que quand tu viens en campagne et que tu as une activité dans le digital, il faut quand même déjà avoir un sacré réseau de base pour te dire, pour en vivre clairement, pour avoir tes premiers clients. Parce que tu n'arrives pas ici avec le projet de t'installer dans le digital. Je pense que c'est très difficile de... T'es déjà armé. Ouais, c'est difficile. Moi, mes clients, ils sont pas ici en Dordogne. Hein. Mes clients, c'est les régions. Donc, c'est en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, à Paris. Et donc... Tes clients, par contre, t'es peut-être... Mes internautes, oui. Oui, tes internautes ici, ou les producteurs, etc. Enfin, c'est pas tes clients, c'est pas tes internautes. C'est un peu mes clients aussi, puisqu'en fait, sans communauté, je peux pas vendre de la vidéo. Ouais. Mais je veux dire par là que quand on est dans le digital, que ce soit podcast, Instagram, ou je sais pas, création de site internet, community manager, etc., avoir un réseau de base pour avoir déjà les premiers clients et plutôt bouger en ville pour décrocher des contrats, ça peut être intéressant. Après, quand on fait du community management et de gérer des réseaux sociaux dans le coin, il y a de quoi faire et les gens sont quand même demandeurs. Donc ça dépend un peu de ton activité, je pense. Est-ce que ça voudrait dire aussi que ces expertises-là, finalement, elles peuvent être recherchées aujourd'hui sur des territoires comme ça? Et oui, et c'est pour ça que ça va plus vite. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vis mieux de mon activité ici par rapport à la ville comme par exemple Bordeaux. C'est parce que ici, tu deviens vite connu dans ta niche, tu vois. Après, c'est l'offre et la demande, et il y a aussi ça, non? Ça. Et je sais pas, je finis par exemple dans une communauté de communes à les aider sur un plan alimentaire territorial, donc en fait à rassembler les producteurs des cantines, etc. Parce qu'on se dit, tiens, il y a une nana qui fait la promotion du bien manger et qui est vachement dynamique un peu sur son territoire. Et en fait, ça va beaucoup plus vite parce que tu deviens un peu connu dans ton... Toi, des podcasteuses à Bordeaux, il y en a plein. Moi, des influenceuses, pareil. Donc, c'est plus difficile de développer son activité parfois en ville. Ouais. Par contre, en venant ici, peut-être effectivement avoir déjà être armé ou avoir un minimum de réseau. Oui. Ou alors, il faut prendre un peu de temps pour le construire. Toi, ça t'embête pas de parler des réseaux sociaux en campagne? T'assumes? Oui, peut-être parce que je suis jeune aussi. Hein. Forcément, je suis avec des gens qui ont 30 ans. Enfin, tu vois, j'ai des potes qui sont jeunes, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, là, par exemple, je bossais avec la communauté de commune La Domicienne, donc vers Béziers. Et là, donc c'est le maire, non, c'est même pas le maire, c'est le président de la Comcom qui a accepté de collaborer avec une influenceuse. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir que même dans des structures publiques qui sont quand même très régies, c'est très conventionnel, très strict, très conventionnel. Le métier d'une influenceuse, ils savent pas. Enfin, j'ai dû leur expliquer vraiment et vendre un peu mon projet, la manière dont je travaille. Mais je trouve ça intéressant que des gens comme ça s'ouvrent. Ouais. À l'influence, aux réseaux sociaux, et donc tu as un petit peu ça aussi dans les campagnes, et les maires du coin, j'ai pas honte de dire qu'effectivement je suis créatrice de contenu, quoi. Tant qu'en fait tu leur prouves que c'est une vraie activité et que t'arrives pas encore une fois en campagne avec un projet un peu pas alternatif mais qui vivote, tu vois, les maires, par exemple, les maires en ont marre de ça, d'avoir des projets qui vivotent, qui soient pas carrés, etc. Bon, quand une ingénieure vient et qu'elle a un projet carré de ou construire un projet une ferme entrepreneurial, ou d'entrepreneuriat, ils sont plutôt ouverts quand même. En tout cas, Périgord Noir. Au niveau de ton job, est-ce que tu voulais dire d'autres choses? On a parlé un peu de ton métier, comment il s'inscrivait en ruralité. Peut-être que la ruralité peut t'empêcher de faire certaines choses d'un point de vue de job, non? Parce que le fait que tu es au fin fond de la... Moi, si demain je suis à Paris, j'ai quand même beaucoup plus d'opportunités professionnelles qu'être là au fin fond de la Dordogne.
Parce que mon métier fait que j'ai besoin d'être à côté de plateaux télé ou de radio. Tu vois, ça peut aller quand même beaucoup plus vite. Ouais, mais ça veut dire que donc, pour réussir ton projet professionnel en ruralité, tu dois te contraindre à être très mobile pour obtenir ce que tu souhaites. C'est pas que c'est pas réalisable, c'est que tu vas peut-être devoir décupler tes engagements, tes forces, ton énergie pour y arriver par rapport à développer ce projet-là à la ville. En même temps, tout à l'heure, tu as dit, si j'avais fait ce projet-là à la ville, comme on est 12 000 à le faire, oui. T'aurais peut-être Après, pas eu... je parle de Paris, tu vois, toutes les... Pas les stars, mais par exemple, Charles Aznavour, il disait une fois où tous les musiciens montent à Paris justement pour avoir une carrière. Mais tout le monde monte à Paris pour avoir une carrière. Voilà, on est d'accord. Simplement, oui, moi, je pourrais être prendre beaucoup plus de fois le train pour monter à Paris. Simplement, je peux pas être à Paris tout le temps. Et donc, je me ferme quand même certaines opportunités en vivant ici à la campagne. Mais c'est un vrai choix. Est-ce que ça te frustre ou finalement, c'est bon comme ça? Je vais y arriver d'une autre manière. C'est-à-dire que ça va être peut-être plus long. Il faut que je passe du coup par exemple là par France 3 régional, donc rester sur des régions pour demain effectivement être la future peut-être Julie Andrieux qui sillonne les routes de France et qui met en avant la gastronomie. Mais c'est un choix de vie et je préfère prendre mon temps et être alignée avec mes valeurs, ce que je suis et vivre, avoir une qualité de vie agréable quoi. Tu sais, toi, tu seras la prochaine Julie Andrieux. Mais moi, je serai la prochaine Karine Le Marchand. Exactement. Et on se retrouvera sur un plateau à parler d'agriculteurs et d'amour. Karine, si tu m'écoutes, fais ta valise. J'aime bien cette petite partie, j'appelle ça les recommandations d'une NFC, donc Nouvelle Fille de la Campagne, pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a un livre, un film, un documentaire partagé, un truc que vraiment tu aimes bien, que tu adores, ou qui t'a fait le déclic, je sais pas, et que tu veux nous recommander? Non, et ben alors un film que L'aile ou la cuisse de oui de Louis de Funès. Non, un film que j'ai vu ce week-end où j'étais à Béziers, là justement l'histoire du ciné-débat dans lequel je suis intervenue. Donc on parlait d'un nouveau système alimentaire. Donc c'est un film qui ressemble un petit peu à Demain. Ça s'appelle Une recette pour un monde meilleur. Et en gros, ça t'apporte toutes les solutions. Et ça nous permet de se questionner sur notre alimentation, sur ce que nos enfants mangent à la cantine, sur le modèle qu'on souhaite laisser, le modèle alimentaire qu'on souhaite laisser à nos enfants. C'est un film, un documentaire, un reportage. C'est un documentaire, c'est un documentaire. On peut le trouver facilement? Peut-être, je sais pas. Faut regarder sur Internet. Tu répètes le nom? C'était au cinéma il y a quelques années. Une recette pour un monde meilleur. Ça marche. Avec le recul, maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ta décision de changer de vie, de territoire? En fait, ça fait un peu psy, le podcast. Je suis dit, allez, au bout de 2 heures, est-ce qu'on arrive à la fin de cette introspection? Oui, pour rien au monde, comme je le dis très souvent, jamais je ne ferai de retour en arrière. J'incite un maximum de monde autour de moi d'aller à la campagne, de ne pas avoir peur de ce monde rural. Et surtout quand on est jeune. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à la retraite qui se disent c'est bon, j'ai fait ma vie en ville, maintenant je vais acheter ma maison à la campagne. Et en fait, quand on est jeune, on peut vivre plein de choses sympas, belles à la campagne, rencontrer des gens qui sont comme nous, se faire des bons gueuletons et s'épanouir, surtout s'épanouir. Et créer une vie qui a du sens. Et je pense que quand on est jeune, c'est important. Plutôt qu'à 40 ans, faire un burn-out. Oui, c'est souvent, je ne veux pas, dans ce podcast, j'ai déjà dit, je ne veux pas que des femmes qui ont fait des burn-out après 40 ans, mais je veux des jeunes femmes aussi qui font la promotion, enfin, peut-être pas le bon terme, mais... Qui soient épanouies. Ouais, des jeunes femmes qui ont décidé de vivre à la campagne et qui s'épanouissent. Oui. Tout simplement. Est-ce que tu penses à une femme qui pourrait prendre la place, après toi, à ce micro ? Donc très originale, je citerai ma mère puisque elle a tout quitté aussi en Alsace là pour s'installer en Dordogne et c'est un autre schéma de vie dans le sens où à 57 ans, toute sa vie en ville, aller à la campagne, c'est d'autres tu passes par d'autres mécanismes, je pense, crainte, peur, effectivement, et elle est en train de se rendre compte que tout ce que je vous disais quand je le disais, tu vas vite rencontrer des gens, tu vas vite t'insérer, tu vas vite être connu pour ton métier dans ton secteur. Elle le vit aujourd'hui et je trouve ça intéressant de se rendre compte que ce que toi tu vis, une autre personne à qui tu as recommandé la chose le vit aussi et ça se passe bien. Ton choix de vie à la campagne, définitif ? Oui, même plus. Bientôt j'aurai des vaches, des cochons, tu viendras me voir, tu diras mince, dans quoi elle se met ?
Dans la boue. L'amour est dans le pré, je vous le dis. Oui, tu vas vite venir m'interroger, tu verras. Exact. Les 2 dernières, de quoi tu es la plus fière ou la plus heureuse depuis tous ces changements ? Que mon entreprise se passe encore mieux qu'avant, d'avoir pu développer cette entreprise en étant dans un village de 200 habitants, en Dordogne, voilà, alors que les influenceurs qui réussissent sont parfois, encore une fois, en ville. Et ce qui me rendra le plus fière, c'est de terminer mes projets de ferme, de créer un lieu vraiment autour du bien manger. Et par contre, d'un point de vue qualité de vie, perso, changement de couple, changement d'amis, ça, je suis extrêmement contente aussi. Et je répète, mais jamais je referai un retour en arrière. La qualité de vie que j'ai ici, je la souhaite à tout le monde. Si ta maman, si Pauline était autour de cette table, ta famille proche oui. était autour de cette table, voilà, avec nous, à ton avis, qu'est-ce qu'il te dirait par rapport à ce changement de vie, de territoire, etc. Bravo, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire ? Je pense qu'ils diraient bravo parce que arriver en campagne et être à son compte, c'est différent déjà que les gens qui arrivent en campagne et qui sont salariés. Il y a une certaine sécurité qui fait que, bon, tu as des changements de vie clairs où pour faire tes courses, tu peux pas aller à pied acheter ta baguette, tu dois prendre ta voiture, c'est d'autres organisations. Mais quand tu as créé ta boîte, que tu es jeune, c'est extrêmement difficile déjà de pérenniser son activité. Alors quand tu es en campagne et que tu es loin de tout et qu'il faut mettre 6 heures pour monter à Paris, c'est encore autre chose. Donc il dirait, je pense, bravo et félicitations pour avoir opéré ce changement de vie et en plus en avoir fait un peu un succès. Feu d'artifice. Comment on conclut ton podcast ? C'est moi que tu demandes ? Oui. Non, je me parle à moi-même. Ouais. Assumez qui vous êtes. C'est pas venez comme vous êtes, comme McDo, mais c'est assumez qui vous êtes. Assumez votre façon d'avoir envie de vivre et assumez qui vous êtes, même si vous avez des gens qui sont à l'opposé de vous d'un point de vue vestimentaire, valeurs, mode de vie, conviction, toutes les convictions. Assumez qui vous êtes et vous ferez votre propre chemin et les gens vous serez inspirants en fait. Quand on est pleinement aligné avec ce qui on est inspirant pour les autres. On termine comme ça ? C'est bien, c'est beau. Maintenant tu me dis au revoir. Une punchline pour la fin. Bon, alors écoute, merci, merci beaucoup. Merci Constance. Avec plaisir. Je vais reprendre la voiture et partir sous la tempête. Peut-être que c'est le dernier podcast que je fais. Ouais, adieu Sandrine, je vous transmettrai ces coordonnées de tombe où il y a cette tombe. Voilà, tu pourras récupérer mon pull. Je récupérerai le pull de couleur. Je m'inscrirai toute seule à Pékin Express. C'est tristesse. Oh là là. Bon, merci Constance, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!